Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus nous rejoindre pour une promesse d'expérience, donc de rentrer dans la 4e dimension du travail, puisque c'était le titre que nous avons donné à cette conférence débat, pour vous présenter le dernier ouvrage coordonné par le groupe RH, groupe ressources humaines du laboratoire de recherche Magellan, qui est donc le laboratoire de l'IAE Lyon, École universitaire de management. Donc dans ce laboratoire, vous avez une centaine de chercheurs, chacune étant dans sa spécialité. Et puis il y a parmi ce groupe, parmi ce laboratoire, il y a des chercheurs et des chercheuses qui sont plutôt spécialisés sur les questions des relations humaines. Et puis, on en a aussi profité pour inviter aussi des collègues qui étaient intéressés par ce thème pour travailler et réfléchir ensemble sur ce sujet. Alors, je vais prendre quelques mots en guise d'introduction, histoire de caler les choses, et puis ça vous évitera peut-être comme ça je ne vais pas dire de le lire, parce qu'il faudra quand même après le prendre, mais enfin, en tout cas, vous aurez quelques fils rouges. C'est un petit peu l'idée de ce temps d'une heure, 1h15 qu'on va passer ensemble, pour que vous vous disiez, mais finalement, quelles sont les idées clés, et si je veux approfondir, où est-ce que je peux aller piocher. Donc un ouvrage qui s'intitule « Les nouveaux espaces-temps de travail, enjeux théoriques et retour du terrain ». Parce que si c'est un livre qui a été écrit par des chercheurs, c'est d'abord un livre qui s'intéresse à des expériences de terrain et qui part d'observations concrètes qu'on a essayé justement de comprendre. C'est pas un ouvrage qui se contente de rendre compte de ce qui a pu se passer sur ces dernières années, mais qui a pour ambition d'en proposer donc des cadres d'analyse et de réflexion. Alors quel est l'enjeu derrière ce thème des nouveaux espaces-temps du travail ? Bien, vous le savez, depuis de nombreuses années, le monde des organisations et des entreprises, eh bien, il est à l'image de la société contemporaine dans son ensemble. Il y a plusieurs phénomènes qui se sont combinés les uns par rapport aux autres. La mondialisation des échanges, l'ouverture des frontières, l'explosion des technologies de la communication, la financiarisation des grandes entreprises, la crise environnementale, les vagues migratoires. Bon, tout ceci a rapport à un impact sur la question de l'espace-temps. Ça veut dire que on est bien loin des repères traditionnels que l'on a pu avoir autour de la manière avec laquelle on s'était forgé une représentation du monde du travail depuis les 30 Glorieuses, où il y avait de la continuité, de la stabilité professionnelle, où de nombreux employés, y compris des cadres, pouvaient se projeter de manière assez stable sur parfois l'ensemble d'une carrière. Aujourd'hui, personne n'est à l'abri de l'expérience de la précarité et de la fragmentation dans une société qui est de plus en plus liquide, pour reprendre l'expression de l'immense philosophe Zygmunt Bauman, qui est parti il y a maintenant quelques temps, mais qui était quelqu'un de très très important et qui a produit donc toute une réflexion autour de ce qu'il appelle la société liquide, c'est-à-dire une société qui ne se pense plus par ses institutions, par ses pôles de stabilité, mais qui se pense plutôt par le mouvement. Cet impact, il se voit déjà par notre quotidien, et en particulier l'introduction des technologies de communication, toujours de plus en plus rapides et performantes, avec une formidable révolution numérique, et qui autorise l'arrivée de nouveaux modes de travail, et en particulier le travail chez soi, le télétravail. On va le voir. Est-ce que c'est si formidable que ça ? Peut-être. Il y a des avantages, bien entendu, mais ce nouveau rapport du travail, avec le fait que le travail qui arrive au domicile, eh bien, ça génère aussi des difficultés, des réorientations, et peut-être aussi des problèmes qui n'avaient pas forcément été pensés et vus au départ. Alors évidemment, vous le savez bien, il y a eu la pandémie du Covid-19 qui a été non pas un révélateur de ces nouveaux modes d'organisation du travail, mais plutôt un accélérateur de dispositifs qui étaient déjà présents, mais qui étaient plus ou moins tolérés et qui étaient vus de manière un peu minoritaire. Le fait que l'on ait basculé dans cette généralisation du travail chez soi de manière forcée
il y a 3-4 ans, nous a amené après à réfléchir à leur possible généralisation, et notamment sur la question du télétravail. On en reparlera, mais aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les entreprises ont plutôt tendance à faire marche arrière, disant on est peut-être allé un peu trop loin. Enfin, en tout cas, la promesse d'un travail où on évitait 1 à 2 heures, voire 3 heures de trajet de transport par jour, cette promesse est bien relativisée. Est-ce que donc ces nouveaux espaces-temps du travail tiendraient vraiment leurs promesses? On peut se poser la question, et c'est l'objet d'un travail qui peut être conduit, d'une réflexion qui peut être conduite justement par un groupe de chercheurs. Parce que le travail à distance et l'organisation hybride ne sont pas exempts de défis, et notamment en termes de santé et de sécurité. Ça, c'est des choses auxquelles on ne pense peut-être pas spontanément, mais vous avez des risques professionnels qui sont liés à l'aménagement des postes de travail à domicile. Et puis, il y a aussi des questions juridiques qui sont posées. Quand vous faites une chute chez vous et que vous êtes sur vos horaires de travail, est-ce que c'est considéré comme un accident de travail ou un accident domestique? Les conséquences en termes de prise en charge, d'accompagnement, aussi bien au niveau de l'assurance maladie que des risques personnels et professionnels, sont absolument considérables. N'ont rien à voir. Comment vous pouvez faire la preuve de la séparation entre ce qui relève d'un accident domestique ou d'un accident de travail? Donc on le voit, ces nouvelles technologies et cette intelligence artificielle reconfigurent l'organisation et en partie la nature du travail également. On évoquera ce point. Et même si, bien entendu, on n'est pas là ce soir pour vous dire que le travail va disparaître. C'est pas ça. En fait, la question, c'est effectivement de savoir qu'est-ce qu'on est en train de vivre. Est-ce qu'on vit une simple question d'aménagement, ou est-ce qu'on vit un changement profond de nature de l'activité professionnelle? Et les big tech supposent, bien sûr, une relecture des qualités, des compétences relationnelles pour lesquelles les travailleurs ne sont pas toujours préparés. Alors, quelle a été l'idée clé de cet ouvrage? On s'était rendu compte, à partir des expériences terrain que nous avons pu avoir les uns et les autres, qu'il y avait beaucoup d'articles qui étaient écrits, des ouvrages aussi, notamment sur cette question du télétravail que j'ai beaucoup évoqué. Très bien. Donc, c'est quelque chose qui est déjà bien documenté. Et puis, d'autre part, beaucoup d'articles aussi qui étaient faits sur la question des nouveaux rythmes de travail. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui que de travailler 7 heures par jour ou 35 heures par semaine, ou d'avoir un rythme de travail qui serait lissé sur l'année ou sur toute une carrière? Ça n'a plus vraiment de sens. Il y a des exigences d'adaptation également de ces rythmes professionnels et personnels. Mais la question de départ qui a amené la rédaction de cet ouvrage était de se dire, mais dans le fond, personne, ou en tout cas à notre connaissance, n'avait combiné ces deux dimensions pour essayer de voir finalement ce que pouvait donner cette espèce d'impact de non-retour. C'est-à-dire qu'accélération des rythmes de travail ou transformation des rythmes, ok, on voit. Les nouveaux espaces de travail, on voit. Mais la combinaison des deux, qu'est-ce que ça faisait? Et c'est à partir de cette question toute simple que l'on s'est posé tous ensemble au niveau du groupe de recherche RH, qu'on s'est dit, et si on allait réinterroger nos terrains d'expérimentation à l'aune de cette grille de lecture-là? Et voilà comment l'ouvrage est venu. Alors, je laisserai mon collègue et comparse Olivier Bachelard vous présenter les différentes contributions. Il y a 10 chapitres, 10 idées clés, qui chacun propose donc un regard un peu singulier sur ces nouveaux espaces-temps du travail. Je voudrais juste terminer par peut-être une idée et une citation. L'idée qu'il faut vraiment, qui me semble importante, c'est qu'il n'existe pas de collectif sans un minimum d'espace-temps commun. Et que peut-être qu'un des biais qu'il y a aujourd'hui dans les grilles de lecture qui sont proposées, c'est que c'est toujours très très souvent analysé, en tout cas, sous l'angle de l'individu. Comment l'individu, chez lui, va se réorganiser ou s'inventer des nouveaux rythmes. Mais finalement, la question du partage de l'espace-temps, que l'on soit chez soi, que l'on soit
dans un espace où on partage du mobilier de travail, mais pas forcément des collègues. Cette question de l'espace-temps commun, elle est un petit peu mise de côté. Et il y a eu quelques expériences qui ont été faites dans cet ouvrage qui essayent de revisiter ça. Et puis voilà, je voudrais partager avec vous cette citation du poète autrichien Rilke. Là où tu es, apparaît un lieu. Je crois que c'est quelque chose d'important de bien l'avoir en tête, parce que la question de l'espace-temps vécu, elle se révèle profondément existentielle pour tout être humain et tout groupe humain. Ça n'est pas qu'une question d'aménagement technique ou technologique. Et c'est ce qu'on va essayer un peu de vous montrer par les différentes études de cas qui vous seront présentées ce soir. Je passe la parole donc à Olivier Bachelard qui va vous présenter la structure de cet ouvrage et ses idées clés. Merci Didier. Bonsoir. Oui, ça fonctionne ? Oui. Bonsoir à tous. Donc l'idée, je vous présenterai les chapitres rapidement, d'autant plus qu'on a des collègues qui vont le faire de façon plus précise. L'idée, c'est de vous donner envie de le lire. Je rebondirai juste sur ce qu'a dit Didier à propos de le télétravail et la santé. Je crois que à travers le livre, c'est aussi l'occasion de questionner, à mes yeux, 2 points morts de la prévention en santé au travail, et qu'on a fait beaucoup d'efforts sur la prévention de la santé physique. Le nombre d'AT globalement a dû baisser, d'accidents du travail, pardon, a dû baisser de 25% en 20 ans à la louche. Mais on a eu un point totalement aveugle qui est la question de la santé mentale. Alors là, ça commence à venir, et ces chapitres abordent bien cette question. Et évidemment, disant ça, vous sentez que le deuxième angle mort de la prévention santé, c'est le côté organisation. Autant on a dans le bâtiment, dans l'industrie, caractérisé des machines, pris en charge le risque physique, autant l'organisation, on l'a pas tant questionné que ça non plus. Et à travers la question de l'espace et du temps de travail, et puis de ceux qui travaillent ensemble sous des formes différentes, l'air de rien, on questionne beaucoup cette dimension qui est quand même importante. Alors, dans l'ouvrage, le premier chapitre, donc Nathalie Bernard, quand même, j'allais dire que les prénoms, Nathalie Bernard et puis Caroline Tahar, questionne une dimension qui est importante, c'est l'équilibre entre la liberté des salariés et puis le contrôle de l'organisation. Donc comment on articule un peu contrôle de gestion, RH, à travers un certain nombre de paradoxes, au moins 4 principaux, mais je ne vais pas dévoiler tout, parce que sinon après, je vais leur piquer leur effet de surprise. Donc ça c'est bien, vous aurez une présentation du premier chapitre. Le deuxième chapitre, Cilia est là aussi, et donc... j'ai zappé un chapitre, c'est pas bien, je devrais le connaître plus que ça. Le deuxième chapitre, c'est celui de Grégoire Bouville, qui lui n'est pas là, et il questionne notamment la spécificité du télétravail dans ses différentes formes. Et il nous montre que ça modifie des pratiques, des règles, et qu'attention, on a tous tendance à voir les aspects positifs, comme l'a dit Didier, mais il y a aussi des aspects négatifs qu'il ne faut pas sous-estimer, tant pour l'organisation que pour l'individu. Le problème, c'est qu'au début, on regarde ce que l'on a envie de regarder, et Grégoire Bouville nous alerte bien là-dessus. Donc c'est le troisième chapitre. J'avais coupé Grégoire comme il n'était pas sur la scène avec nous. Voilà. Donc Cilia, dans son troisième chapitre et pas le second, parlera des facteurs organisationnels qui peuvent faciliter le télétravail et puis aussi des facteurs personnels aux télétravailleurs. Le télétravail, il n'est peut-être pas fait pour tout le monde. Et puis évidemment, il y a aussi les conditions dans lesquelles ça va se dérouler. C'est vrai que si je suis dans une grande métropole avec une surface de travail petite chez moi et que le siège social de l'entreprise dans lequel je bosse est super design, très bien aménagé, peut-être que j'ai envie d'y aller. Donc voilà, c'est pas aussi homogène que ça et il faut rentrer dans le détail. Et s'il y a, ce sera l'occasion de faire ça. Et puis après, Stéphanie, dans le 4e chapitre, nous parlera de la question de l'identité organisationnelle quand elle est impactée
par ces formes d'organisation, des configurations d'équipe qui peuvent changer. Le mode projet, ça peut en être une, mais il y en a le plus. Elle va beaucoup mieux que moi vous expliquer tout ça, notamment dans le cadre des associations de spectacles vivants. Et puis ensuite, Marina, dans le 5e chapitre, hélas, n'a pas pu être présente. Donc elle appréhende la question de la relation entre la famille et le travail. Et notamment comment on peut s'organiser, en particulier dans le cadre des parents entrepreneurs, où là, les temps peuvent se mélanger et si on n'y prend pas garde, ça peut devenir compliqué. À l'inverse, si c'est bien pensé, ça peut être facilitant. Voilà. Ensuite, Pascal, qui est là aussi, dans le 6e chapitre, va nous montrer comment la trajectoire professionnelle d'un certain nombre de personnes peut être impactée très très fortement par des pathologies lourdes, notamment le cancer, et comment on peut reprendre tout ça, travailler tout ça. Alors vous me direz, il y a toute une batterie d'experts, des ergonomes, etc. Oui, mais comment dans l'entreprise, les managers vont pouvoir penser, accompagner cette phase qui est en général, évidemment, vous en doutez, très difficile à vivre. Ensuite, dans le 7e chapitre, Camille Pfeffer va nous parler plus spécifiquement des espaces de coworking. À travers une recherche qui était plutôt ethnographique auprès de télétravailleurs qui l'utilisent, de voir comment ça peut se passer. Est-ce que c'est quelque chose qui facilite la vie, ces tiers-lieux entre le domicile, l'entreprise, comment ça se passe? Donc là, on a un chapitre un peu plus focalisé sur la question de l'espace. Ensuite, dans le 8e chapitre, David Piovesan, lui, a travaillé sur un espace particulier qui est celui de la librairie indépendante. Et donc, on a bien vu pendant la pandémie que c'était des lieux importants, les librairies. Et ces librairies sont confrontées à des temps bousculés, à des accélérations, mais en même temps, il n'y a pas que la dimension économique, il y a aussi la dimension sociale de ce lieu, le rôle de conseil. Et là aussi, à la fois les espaces et les temps sont très impactés par ce qu'on connaît. Je demande pardon. Ensuite, Guillaume Flamand et Catherine Glay, qui, hélas, n'ont pas pu être avec nous, dans ce 9e chapitre, questionnent la dimension de l'instantanéité, et notamment à travers une expérience de déconnexion dans des formations ici à l'IAE, comment on peut se reconcentrer si on n'est pas perturbé par l'instantanéité de l'écran d'ordinateur sur lequel on peut aller faire autre chose que écouter le cours, prendre des notes. Bon, je sais bien que ça n'arrive pas souvent chez les étudiants, mais quand même. Parce qu'évidemment, le prof, lui, il voit que le dos de l'écran, il ne voit pas l'écran. Sauf s'il fait le cours derrière les étudiants. Là, ça peut être intéressant quand même. Mais cette question de la continuité, discontinuité des temps à travers les outils que l'on a tous à disposition est traitée plus particulièrement dans ce chapitre. Et enfin, le dernier, qui a été écrit par Karim El Asmar, pardon, je suis désolé, et puis moi-même, interroge la question de la notion de temps et d'espace à travers des organisations un peu particulières que sont les méta-organisations. Comment, à l'échelle d'un territoire, des entreprises, des structures différentes se mettent à travailler ensemble, sachant que le temps de chacune de ces structures n'est pas forcément le même, les espaces ne sont pas les mêmes, donc il ne s'agit pas de coopérative, mais simplement à l'échelle d'un territoire, de comment des structures travaillent ensemble. Et le cas repose sur le cas des vignobles libanais. Donc on peut faire presque un parallèle avec ce qu'ont fait nos amis dans le Beaujolais, avec l'opération Beaujolais Nouveau, des gens qui ont des intérêts différents, comment ils se mettent à coopérer à un moment donné, dans un espace donné, tout en vaquant à leurs occupations le reste du temps dans leurs espaces spécifiques. Voilà pour vous donner un peu envie d'aller creuser cet ouvrage. Et puis, comme je suis un peu bavard, je vais sans plus attendre passer la parole aux autrices du premier chapitre.
Peut-être juste un mot, où on le dira tout à l'heure, c'est qu'il y a une préface de Jean-François Chanlat. Oui. Alors Chanlat, pour nous, si vous voulez, c'est quand même une immense référence. Chanlat, il est inclassable, sociologue, anthropologue. Il nous a fait vraiment la joie, l'amitié de nous préfacer l'ouvrage. Et puis Audrey Deverlois, qui est ni plus ni moins que la PDG de Sanofi France et vice-présidente exécutive de Sanofi. Voilà, donc Monde. Donc c'est aussi, je crois, l'intérêt à la fois d'un chercheur transversal, reconnu internationalement, et puis aussi l'intérêt d'une femme manageuse de premier rang qui ont pu aussi trouver, comment dire, un peu de réflexion dans l'ouvrage qu'on avait voulu partager avec eux. Voilà, donc vous avez compris, des retours de terrain avant de parler de trop de théorie. Donc on parle des paradoxes du travail avec Nathalie et Caroline. Ok, merci Didier, merci Olivier. Alors sur ce premier chapitre que j'ai eu la chance de rédiger avec ma collègue Caroline Tahar juste à côté de moi, en fait c'est une recherche qui vient d'une rencontre fortuite dans un couloir. Une discussion entre collègues autour de finalement le projet du groupe RH de monter un ouvrage collectif sur la question des espaces-temps de travail, et puis de fil en aiguille, de discussion entre collègues, nous sommes venus à se dire, mais en fait, j'ai, pour Caroline, fait ma thèse sur le temps de travail, et nous avons toutes les deux travaillé sur les paradoxes, et de là est venue en fait l'idée de proposer en fait une réflexion autour des paradoxes que les temps de travail peuvent générer, et puis donc Caroline Tahar est en contrôle de gestion, moi donc en RH, et ce chapitre d'ouvrage a vraiment vocation à proposer un regard croisé entre à la fois finalement les attentes des salariés avec ce regard plutôt ressources humaines, et puis les attentes des organisations sur d'un point de vue du contrôle finalement du temps de travail. Alors effectivement, on met en lumière dans ce chapitre d'ouvrage les paradoxes qui peuvent ressortir de ces attentes qui sont finalement parfois contradictoires, parfois qui peuvent se recouper, et on essaye d'en dégager effectivement des modes de résolution de ces paradoxes. Voilà, alors je vais laisser la parole à ma collègue Caroline, justement sur la partie du temps de travail de l'histoire. Merci pour cette invitation. C'est vrai que c'est un peu particulier parce que moi je suis en contrôle de gestion et puis j'interviens dans un cadre qui est plutôt un cadre de RH. Mais c'est vrai que cette discussion qu'on a eue avec Nathalie, elle était extrêmement intéressante parce qu'on a vraiment confronté des points de vue, et la réalité de la vie des organisations, c'est que elle n'est pas découpée en disciplines. C'est-à-dire qu'une problématique, elle va avoir différentes facettes, et c'est un peu ce qu'on a cherché à montrer quand on a étudié le temps de travail. On a cherché à montrer que finalement, pour un même objet, qui est le temps de travail et sa gestion, eh bien, on va avoir différentes perspectives, différents objectifs qui parfois sont contradictoires et qui parfois vont évoluer dans le temps aussi, dans le temps au sens de chronologie et non pas au sens de durée. Et c'est vrai que Nathalie avait travaillé sur la question de la qualité de vie au travail et de la conciliation, tu me confirmes, de qualité de vie au travail et la performance. Moi, j'avais travaillé beaucoup sur la gestion du temps, et c'est vrai que la question du temps, elle est centrale dans l'entreprise, parce que c'est véritablement le contrôle et la maîtrise et la mesure du temps de travail qui a fait entrer les entreprises et les pays dans l'ère industrielle avec un formidable outil qui s'appelle l'horloge. Et il y a beaucoup d'auteurs qui ont travaillé sur l'histoire de l'industrie et le rôle de l'horloge dans cette
cette révolution industrielle a été majeure et très souvent oubliée. Donc on a mis je dirais en commun nos regards, moi le regard du contrôle du temps, du chronométrage, de la ponctualité, de la productivité, et cette volonté de contrôler le temps par l'entreprise, l'organisation. Nathalie, elle, a porté le point de vue des salariés, de leur bien-être au travail, de leur maîtrise, la volonté de gérer leur temps en toute autonomie. Et finalement, on a confronté donc ces deux points de vue qui ont fait émerger des paradoxes. Les paradoxes sont des situations qui font cohabiter des éléments qui semblent différents, opposés et qui vont durer dans le temps. Et ces paradoxes, c'est un sujet très important dans la gestion des organisations. Des auteurs majeurs les ont étudiés, notamment Smith et Lewis, ont identifié ces différents modes de paradoxes. Et nous avons utilisé cette grille de lecture des paradoxes de Smith et Lewis pour mettre en évidence les paradoxes de cette gestion du temps à travers les deux perspectives de l'autonomie des salariés et du contrôle par l'organisation. Donc à partir de là, nous avons donc identifié ces situations et les paradoxes qui émergeaient, et nous avons trouvé des dispositifs, nous avons identifié les dispositifs qui permettaient de les gérer d'une manière ou d'une autre, puisque certains auteurs ont également mis en évidence que les paradoxes, ils peuvent être gérés de manière, séquencée dans le temps. On va accepter A à un moment donné, puis accepter B à un autre moment. Mais ça peut être également le fait qu'on va accepter que la situation soit paradoxale et finalement vivre avec la contradiction. Dans d'autres situations, on va chercher à décaler à des niveaux d'analyse différents. Enfin, il y a des tas de manières de gérer ces paradoxes. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que tout est écrit dans le livre. Et vous verrez qu'il y a des nouveautés sur la manière de gérer le temps de travail des salariés qui vont chercher à gérer ces paradoxes et qui vont quelque part opérationnaliser les dispositifs qui vont opérationnaliser les modes de gestion du temps. Bien entendu, la société évolue et cette question du temps, elle évolue également. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des nouveautés ou des nouveaux modes de gestion du travail qui font que le temps va être difficilement gérable dans certains cas, et notamment tout ce qu'on peut appeler la gig économie, qui est l'économie qu'on peut qualifier certains vont la qualifier d'ubérisation, où on va avoir des travailleurs qui ne sont plus salariés, mais qui vont être indépendants. Et les slasheurs, les fameux slasheurs, dont Nathalie pourra vous parler si vous avez des questions à ce sujet. Et sur ces, nouvelles formes d'organisation du temps de travail, les réponses sont difficiles à apporter. Et c'est là aussi, je dirais, le point de départ d'une nouvelle recherche. Et alors donc, c'est à la fin du temps des horloges ou il faut réinventer quelque chose? Enfin, comment vous voyez ça? Alors, c'est pas à la fin des horloges, mais c'est plutôt, à mon avis, le fait que chacun va avoir sa propre horloge et va chercher à faire primer son horloge, sa priorité. Et évidemment, c'est pas toujours envisageable, c'est pas toujours possible, d'où l'apparition de ces fameux paradoxes. Et ces paradoxes, on les surmonte par la négociation, vous n'avez pas forcément employé le mot, ou la rencontre de ces deux temporalités, de ces deux représentations du temps? Vous pourriez un petit peu donner une piste? On n'a pas parlé nécessairement de négociation, mais évidemment, les dispositifs qui permettent de gérer ces paradoxes, ce sont des dispositifs très concrets. Nathalie va nous en donner quelques exemples. Et ces dispositifs-là, bien entendu, ils ne peuvent pas être imposés, de manière unilatérale, et ils doivent faire l'objet souvent d'une négociation. Nous, on n'est pas rentré sur la manière de mettre en œuvre. On a identifié des entreprises qui avaient proposé, qui avaient mis en place certains dispositifs. Je vais passer le micro à Nathalie pour qu'elle nous en donne. Oui, par exemple, dans les modes de résolution des paradoxes, on a par exemple la séparation temporelle qui peut être utilisée pour gérer les paradoxes, avec par exemple dans le premier paradoxe, c'est le paradoxe d'apprentissage qui met en tension la question du court terme avec un travail productif court terme et à la fois un développement des compétences long terme. Finalement, comment les organisations, qu'est-ce qu'elles peuvent proposer pour à la fois répondre à ces deux objectifs qui apparaissent a priori contradictoires? Tout simplement, par exemple,
on peut utiliser le CPF. C'est ça qui d'ailleurs a permis à certains collaborateurs de pouvoir quand même continuer à se former en dehors du temps de travail et sans forcément avoir l'autorisation de la part de l'employeur, puisque c'était bien à la main du salarié, par exemple. Si je prends un autre paradoxe, pour vous donner un autre exemple, mais je ne vais pas développer tout le contenu du livre, mais par exemple, un deuxième paradoxe est le paradoxe de l'appartenance, qui met en tension en fait deux éléments, à la fois finalement les attentes individuelles, mais également les attentes du collectif. Dans ce cas-là, par exemple, on peut avoir un mode de résolution qu'on appelle le mode de résolution par la synthèse, c'est-à-dire en fait des compromis entre les deux parties, ou par exemple on peut avoir des dispositifs du type les cafés virtuels ou encore les apéros Teams qui permettent à la fois finalement de répondre à des attentes des individus de temps d'échange, mais également de pouvoir avoir du collectif dans ce type de dispositif. Voilà quelques exemples. Et puis, ça c'est vraiment... On ne peut pas tout dire, hein, donc après c'est à vous d'aller piocher dans le livre pour lire la suite. On passe maintenant... Olivier, je te passe oui, non, on va passer la parole à Cilia pour le prochain chapitre, mais j'allais dire, vous voyez, à travers ce qu'on fait, on est en train de tuer une croyance. Le chercheur, c'est pas une espèce de bestiole isolée qui travaille tout seul dans son coin. Vous avez l'illustration parfaite que dans un laboratoire, les échanges peuvent faire naître un ouvrage, que la rencontre de deux chercheuses peut faire naître une piste qui ne serait pas apparue s'il n'y avait pas cette discussion. Voilà, donc la recherche, c'est quand même un monde où il faut un espace de travail, il faut une volonté de travail, il faut des temps de partage, et c'est sûrement pas quelque chose qui se fait tout seul dans son coin. Voilà, peut-être la parole à Cilia. Merci. Bonsoir. Dans le chapitre du coup que nous avons écrit avec Olivier, c'est sur le télétravail choisi ou subi et le cas d'une organisation qui s'appelle Oxygène. Donc en fait, une organisation qui est assez intéressante par rapport au télétravail, puisque vous m'entendez, hein, c'est bon. Cette organisation en fait appartient à l'économie sociale et solidaire. Elle a été créée en 91 avec une trentaine de collaborateurs. Et en fait, elle fait le télétravail depuis 2008. Donc, elle a une quinzaine d'années d'expérience sur le sujet et une certaine maturité, ce qui permet d'avoir des retours assez intéressants par rapport à ça. Donc, la question de recherche qui a guidé ce chapitre, c'est de savoir comment une organisation et ses télétravailleurs ont fait face au télétravail subi pendant la pandémie. C'est un chapitre qui s'est voulu avec une méthodologie qui est qualitative et exploratoire. On a interrogé du coup une dizaine de personnes, 4 femmes et 6 hommes, à travers 11 entretiens entre juin 2021 et juillet 2021, c'est-à-dire juste après les épisodes de confinement qu'il y a eu par rapport à la crise sanitaire. Donc une période très particulière aussi, et un double niveau d'analyse, à la fois un niveau d'analyse individuelle et organisationnelle. Donc première chose qui est intéressante dans cette organisation, c'est que si on fait l'historique du télétravail, on a identifié 5 phases. Une première phase, c'était le début du télétravail en 2008, donc bien avant la crise sanitaire. Après, il y a eu le premier confinement entre mars et juin, et là, ce qu'on a appelé la transition fluide, parce que cette organisation a relativement bien fait face en fait au télétravail subi, on verra pourquoi. Après, il y a eu l'été 2020, là, il y a eu des ajustements. Après, il y a eu encore le deuxième et le troisième confinement à l'automne, entre l'automne et le printemps. Il y a eu une gestion de l'hybride qui a été compliquée pour cette organisation. Et enfin, à l'été 2021, c'était l'anticipation du télétravail futur. Donc, au moment où on a interrogé en fait les télétravailleurs, on a pu se rendre compte que finalement, il y avait 3 grands types de télétravailleurs. Un premier type, c'était les nouveaux télétravailleurs qui ont découvert le télétravail avec la pandémie. Et là, il y avait des profils assez diversifiés, mais qui n'aiment pas tous forcément le télétravail. Il y avait notamment un jeune papa qui, lui, a beaucoup aimé le télétravail, puisqu'il a pu faire du télétravail et passer du temps avec son nouveau-né qui avait 6 mois. Donc, c'était en plus dans une atmosphère d'émulation, parce qu'il était en colocation, tout le monde télétravaillait, lui a beaucoup aimé. Il y avait une autre télétravailleuse qui était beaucoup plus nuancée. Elle se rendait compte qu'elle était, par exemple, très productive certains jours, et beaucoup moins certains autres. Et elle avait du coup un rapport au télétravail qui était assez précis. Je vous invite après à lire pour avoir les différents détails sur ces éléments-là. Il y avait une nouvelle recrue qui, elle, s'est dit en fait, moi, j'aime bien le télétravail, mais j'ai du mal à couper. Et heureusement que mes enfants me disent « Maman, il est 19h, il faut manger parce que sinon,
je continue à travailler. Il y avait une autre télétravailleuse qui était, elle, réfractaire, qui avait déjà fait du télétravail avant la pandémie, qui n'avait pas aimé ça, qui n'a pas non plus apprécié pendant les épisodes de confinement, et qui, elle, ne voulait pas en entendre parler du tout. Après, il y avait les habitués, des gens qui faisaient du télétravail depuis plus de 2 ans. Pareil, il y avait des gens qui ont apprécié, d'autres moins. Pour certains, c'était des opportunités de déménager. Pour d'autres, c'était plus la difficulté de gérer la fatigue avec de nombreuses réunions et des difficultés à couper le temps de travail. Et puis, il y avait aussi deux portraits de télétravailleurs qui étaient intéressants parce qu'ils pratiquaient, eux, le télétravail depuis plus de 10 ans. Et il y avait, du coup, 2 extrêmes. Il y avait quelqu'un que j'ai nommé aguerri avec besoin de calme. Donc, elle aimait le télétravail parce qu'elle avait besoin de concentration dans ses missions. Et ça faisait vraiment partie de son mode de travail. Et puis, il y avait un autre télétravailleur qui était un aguerri usé, qui faisait du télétravail depuis plus de 10 ans et qui, lui, s'est révélé avec des maux. Notamment, il s'est carrément cassé le dos au moment des confinements. Donc, il a été bloqué pendant plusieurs jours. Donc, il y avait des vraies problématiques aussi de santé, comme l'a souligné Olivier dans cette introduction. Si on prend un petit peu de recul par rapport à ces télétravailleurs et on se demande quels sont les facteurs facilitant le télétravail subi, en fait, on se rend compte que ces facteurs-là, ils sont à plusieurs niveaux. Il y a à la fois le niveau personnel, donc il faut que les personnes soient capables d'un auto-management, c'est-à-dire de pouvoir eux-mêmes faire leur temps de travail, et puis avec également des compétences organisationnelles pour que ça se passe bien. Après, il y a des facteurs qu'on a nommés qui sont organisationnels, donc ça, c'est plutôt ce que va donner l'organisation pour que le télétravail se passe bien. Donc il y a évidemment des outils numériques qui font partie de la définition même du télétravail. Il y a une culture de travail de confiance qui doit s'instaurer, et des règles de télétravail qui doivent être claires, ce qui a permis aux différents membres de bien le pratiquer. Et puis un droit à la déconnexion qui n'est pas en fait qui n'est pas forcément déclaré en tant que tel par l'organisation, mais qui est quand même effectif et qui a permis à ce que la plupart puissent bien télétravailler. Et enfin, il y a des facteurs qui sont mixtes, à la fois organisationnels et individuels, à travers les conditions matérielles de télétravail. Ça paraît bête, mais en effet, le fait d'avoir un écran, un bureau, un fauteuil ou une enveloppe allouée à ce sujet peut aider à ce que le télétravail se passe bien. Et puis, les habitudes de télétravail antérieures en fait, à la pandémie ont permis aussi cette transition fluide vers le télétravail subi pour cette organisation-là, en tout cas sur la période où on l'a interrogé. Un dernier résultat qui me semble intéressant aussi, c'est par rapport aux conséquences du télétravail subi sur l'organisation. On se rend compte qu'il y a 3 types de conséquences. Un premier au niveau de la localisation, aussi bien individuel, il y a des déménagements personnels qui se sont effectués. Et au niveau organisationnel, il y a un réaménagement des locaux qui était en cours, une gestion de l'hybride qui était compliquée, et puis il y avait un certain luxe finalement de travailler au bureau. Comme je l'ai dit, cette organisation, elle est en métropole lyonnaise, donc il y a un coût de loyer, ce genre de choses. Donc ça venait finalement questionner, même si c'est important de partager des espaces, ça devenait, en tout cas à cette période-là, un luxe de travailler au bureau. Et qu'est-ce qu'on faisait de ce luxe-là, à la fois en tant que salarié, à la fois en tant qu'employeur, pour que ça se passe au mieux. Au niveau relationnel aussi, il y avait pas mal d'impacts. Au niveau individuel, il y a une redéfinition des liens familiaux, parce que quand on télétravaille et qu'il y a ses enfants ou qu'il y a son conjoint, ça amène parfois aussi les membres de sa propre famille à avoir un regard sur son travail ou sur son temps de travail, et ça a gêné certains télétravailleurs, ou en tout cas ça a remis de la dynamique dans des liens familiaux, on va dire. Et puis au niveau relationnel, il y a de la cohésion d'équipe qui a été impactée de manière négative. Il y avait des démissions qui ont eu lieu aussi. Et puis il y avait la problématique de gérer en fait le lien social à distance. Troisième élément, et je terminerai là-dessus, c'est sur la gestion en fait et le management du télétravail. Au niveau individuel, en fait, il y avait à la fois une poursuite massive du télétravail qui était souhaitée par la majorité des salariés, mais il y avait quand même une saturation, ou en tout cas une sorte d'épuisement pour d'autres. Et donc du coup, comment, en tant qu'organisation, on gère ce paradoxe-là? Et puis également, comment on fait pour pérenniser en fait le télétravail? Et à l'époque, on les a interrogés, il y avait une charte du télétravail qui était en cours de révision. Et il y avait quand même des innovations aussi qui ont été mises en place avec des rendez-vous visio clients qui n'existaient pas auparavant et qui a permis en fait, grâce au télétravail subi, d'avoir des nouvelles innovations dans cette organisation. Et merci beaucoup Sylvia. On voit bien dans cet exemple que même dans une entreprise qui est très accoutumée à ce type d'organisation, les solutions ne sont pas simples.
Et on voit aussi le renversement de perspective que ça peut apporter, notamment sur la manière avec laquelle le regard de l'autre peut modifier aussi la place que le travail peut occuper en lien avec le domicile. Tout à fait, oui. Sur la redéfinition des liens familiaux, c'est surtout sur une télétravailleuse qui s'est trouvée potentiellement en difficulté à la fois au niveau personnel, puisqu'elle avait des conflits avec son conjoint et ses enfants sur les temps de travail, et puis malgré tout la volonté de vouloir faire au mieux pour son employeur, donc une situation qui était parfois difficile. C'est pas forcément un espace tampon pour le coup, un espace de régulation, là où ça peut être le cas effectivement. C'était pas si simple. Je vous renvoie à un autre chapitre qui traite le sujet sous un éclairage complémentaire, qui est donc le chapitre écrit par Marina Bourguin sur ce fameux concept qu'elle invente, qui est le concept des parents entrepreneurs. C'est comment, quand vous créez votre entreprise, vous organisez, vous réorganisez votre domicile et la manière avec laquelle vous intégrez votre vie familiale, pour le meilleur et le moins bon. Mais c'est, une fois de plus, comme dans le chapitre présenté par Cilia, on n'est pas là pour vous dire que c'est génial ou que c'est terrible. Le point de vue du chercheur, c'est justement d'expliquer les conditions qui font que ça peut bien se passer ou moins bien se passer en fonction des circonstances et des relations entre l'organisation et l'individu. Je propose maintenant qu'on parle de... Alors, Pascal, on va suivre l'ordre peut-être. Peu importe, ça dépend, parce qu'il y a l'ordre du livre et il y a l'ordre de la table ronde. Alors, Pascal, puisque tu as le micro, bien. Alors, Pascal, c'est un autre cas que tu vas nous présenter, puisque c'est une expérience donc à grande échelle du temps partiel thérapeutique dans l'accompagnement de personnes qui sont donc atteintes d'un cancer. Oui, et lequel temps partiel thérapeutique peut également être en télétravail. Et voilà. Peut-être tout à l'heure, vous évoquiez tous les deux, Didier et Olivier, l'originalité des dispositifs dans lesquels on travaille. Moi, le projet que je vous rapporte ici, c'est un projet dit d'innovation ouverte. Donc, c'est un projet dans lequel on produit des connaissances, et notamment des connaissances scientifiques, donc évaluées par nos pairs. On produit des propositions concrètes pour agir dans les organisations. Et Audrey Derlevoix, qui signe le bouquin, Sanofi fait partie d'une des organisations dans lesquelles on travaille sur ce projet. Et puis, enfin, on produit aussi des propositions pour les politiques publiques, parce que les politiques publiques, évidemment, ont maille à partir avec ces questions d'organisation du travail, notamment du point de vue des enjeux de santé au travail, de droit du travail, etc. etc. Donc, voilà. Donc moi, je vais me contenter ici d'essayer de vous rapporter en 3 temps le cheminement, un bout de cheminement sur, finalement, quand on rentre dans la 4e dimension, pas du travail, mais de la vie, et qu'on est propulsé avec une maladie grave dont on ne connaît pas l'issue, etc. En fait, il y a quand même beaucoup de cadres de référence qui sont réaménagés, qui sont retravaillés et redéfinis, et des perspectives nouvelles qui s'ouvrent et qui reconsidèrent un certain nombre de choses qu'on tenait pour acquises. C'est vrai que dans le monde de l'entreprise aussi, ça arrive quand les managers se sont vus du jour au lendemain, le 16 mars 2020, avec leurs collaborateurs chez eux, en train de bricoler dans leur cuisine, dans leur chambre, dans leur salle de séjour, pour installer leur poste de travail. Eux aussi ont remis en cause des choses qu'ils tenaient pour acquises dans la façon dont ça allait se passer. Bon, donc on est dans une situation dans laquelle, en fait, on va s'intéresser, c'est toujours intéressant, les cas très limites. J'évoque ça en particulier pour les étudiants. La moyenne, on sait personne, en fait. Donc, ce qu'il y a d'intéressant dans les cas très limites, c'est qu'on voit combien ça pousse les organisations à repenser, retravailler, innover, expérimenter, etc. Donc, nous, le cas de travailler avec ou après un cancer est un cas qui nous intéresse beaucoup parce que c'est un cas limite. Évidemment, c'est pas tout le monde, Dieu merci, dans les organisations qui est concerné par cela. Mais par exemple, le cancer du sein, qui a été la loupe qu'on a prise, c'est une situation qui arrive fréquemment. C'est une femme sur 8 ou 9 dont la moitié en âge de travailler. C'est le cancer qui est le plus répandu dans la vie active, dans les organisations. Bon. Dans la première partie, ce qu'il y a d'intéressant, c'est quand on s'intéresse à l'expérience des gens, pas au témoignage de la maladie, elle ne nous regarde pas, mais à l'expérience des gens de c'était comment travailler avec ou après un cancer. Les personnes vous rapportent, et c'est très souvent le cas pour les femmes en particulier, c'est moins souvent le cas pour les hommes, le temps partiel thérapeutique.
on m'a prescrit un temps partiel thérapeutique. Et puis, il y a des tas de gens qui vous disent, en fait, c'est l'enfer, quoi. C'est pas vrai que dans une demi-journée, on fait la moitié de ce qu'on fait dans une journée. Il faut se dépêcher tout le temps. Or, moi, précisément, avec les effets des traitements, me dépêcher, j'y arrive plus. Moi, on m'a demandé de travailler tous les matins, mais toutes les réunions intéressantes, c'est l'après-midi. Donc, je fais des tâches, j'ai plus du tout de vision globale sur l'activité, etc. Vous imaginez tous les types d'exemples qui montrent que d'une conception complètement réductrice du travail, c'est-à-dire du travail réduit à sa durée, tout à l'heure, ici, il a été fait mention des erreurs qu'on fait quelquefois, on va trop vite, quoi. On oublie le travail. On pense qu'à la durée. Mais on fait bien des choses pendant qu'on bosse. Bon, est-ce que c'est compatible de faire ces choses-là dans ce temps-là, voire dans ces horaires-là? Ça va pas de soi. Et puis, dans bien des cas, effectivement aussi, parce que notre projet a démarré pendant la pandémie, la solution de facilité, c'était « oulala, vous êtes immunodéprimé, restez chez vous ». Donc, on a eu plein de gens qui s'étaient retrouvés en temps partiel thérapeutique, pas forcément adaptés à leur activité de travail, et chez elles. Elles venaient de se taper leur canapé pendant 9 mois en arrêt de travail. Et là, encore seule, mais cette fois-ci à travailler, pas toujours super bien équipée, et puis pas avec le flux qui porte. Nous, les profs, on le sait bien, une classe, c'est pas le prof qui fait cours, c'est la classe qui fait cours. C'est parce que tout le monde est là que le cours se passe. Sans élèves, c'est plus du tout pareil. Travailler, c'est pareil. Il y a des activités qu'on fait très très bien tout seul chez soi. Vous le savez très bien quand vous faites une partie de vos travaux. Et puis, il y a des activités, même si elles sont solitaires, elles ont besoin du bruit, elles ont besoin de la coactivité, elles ont besoin de pouvoir lever le nez en entendant quelqu'un qui dit un truc et où on continue. Et c'est ça qui fait la richesse de l'activité de travail. Donc là aussi, on a prescrit du télétravail sans penser une seconde à l'activité des gens. Et on s'est retrouvé avec des gens dans des situations impossibles, rigoureusement impossibles, où pouvoir faire un bon travail n'était pas permis par, d'une part, cette prescription du temps partiel thérapeutique et, d'autre part, la prescription du télétravail. Donc, au nom de la santé, on rendait impossible le travail. Mais quand vous avez un travail impossible à faire, tout le monde le sait, ça rend malade. Et hop, voilà. Donc on a essayé de mettre ça en évidence pour montrer qu'il fallait des alternatives au temps partiel thérapeutique et puis qu'il fallait aussi des alternatives au fait de décider où on travaille, avec qui on travaille, etc. Mais ça, c'est très difficile et du coup, je vais conclure là-dessus pour pas prendre trop longtemps. En fait, ça suppose de penser complètement différemment le temps de travail. Ça suppose de bien distinguer en fait, on a 3 grandes dimensions du temps. Un sociologue, l'allemand, Michel Lallemand, a développé cette idée-là. Il dit, en fait, il y a le temps du travail. Ça, c'est le temps. Dans la vie, il y a les étudiants, ils ne sont pas encore dans le temps du travail, ils sont dans le temps des études, même si il leur arrive de travailler. Et puis, quand la maladie fait éruption dans la vie, dans le cours ordinaire de la vie, quand on bosse, c'est vrai que le temps du travail, il est un peu amoché par ce qui arrive, le temps de travail, pardon, il est un peu amoché par ce qui arrive pendant le temps du travail. Il y a le temps de travail, donc les horaires, la durée, etc. Et puis, il y a le temps au travail, ce qui se passe quand on est au travail. Là, c'est l'intensité en particulier du travail. Et si on n'est pas capable de penser à tout ça ensemble, mais on n'est pas du tout capable à penser les conditions dans lesquelles, notamment quand on a subi une épreuve de santé grave, qui a les effets des traitements, etc., on n'est pas du tout capable de penser la façon dont on va pouvoir reconcevoir l'activité de travail de manière à ce qu'elle puisse être de nouveau performante et puis à ce qu'elle puisse être évidemment une activité qui permette de protéger sa santé. Et donc, en fait, là, on peut aller regarder un sociologue, un vieux sociologue du travail qui s'appelle Nicolas Daudier et qui, lui, a beaucoup travaillé sur qu'est-ce qui se passe quand la maladie fait irruption dans l'entreprise. La maladie, c'est privé. La maladie, ça ne regarde personne. Par contre, la santé, c'est collectif. La santé, on la construit tous ensemble, en travaillant bien ensemble. Et donc, en fait, quand la maladie arrive dans l'entreprise, il ne faut pas parler de la maladie. Ça ne sert à rien, ça appartient à la personne. Ça ne regarde que la personne et le médecin du travail.
Mais la santé, c'est pas l'absence de maladie, c'est bien autre chose. Et comment on peut parler de la santé? Comment on peut penser la santé? Et Nicolas Dautier, il dit en fait, il y a l'approche classique, très tatillonne. On va faire bien les horaires, on va faire bien vérifier la prescription, on va bien vérifier le travail prescrit, on va bien s'assurer que Madame Machin, à 12h02, elle est sortie. Parce que attention, hein, elle n'a pas l'air bien vaillante. Et puis, il y aurait une autre façon de faire, qui est de se dire, elle n'est pas super vaillante, elle va pas très vite, mais elle, ça la rassure énormément, ça lui permet d'aller beaucoup mieux, d'avoir le sentiment que jour après jour, elle fait mieux son boulot. Et donc, en gros, si elle sort à 12h30 ou 1h, bon, on s'en fout. Ce qui compte, c'est qu'elle aille mieux. Bon. Et puis, si elle n'y arrive pas, c'est qu'on lui retire une partie de l'activité, évidemment, on ne va pas la faire sortir. Voilà. Mais vous voyez, c'est un régime qui n'est pas un régime tatillon. C'est un régime dans lequel on se fait confiance. C'est un régime dans lequel on n'anticipe pas que, attention, il pourrait y avoir des problèmes de judiciarisation si ça se met à tourner un peu moins bien. Et ça, c'est un défi énorme dans les entreprises aujourd'hui. Il y a des tas d'entreprises aujourd'hui, elles préfèrent oublier le travail, l'activité de travail et donc la santé pour se prémunir de risques de judiciarisation qui seraient liés à une approche, encore une fois, très tatillonne des questions du temps de travail. Donc là, il me semble qu'il y a un défi colossal qui est devant nous tous, là, d'essayer de montrer, de se battre pour qu'un régime libéral, en confiance, puisse exister dans les organisations. Avec une exigence aussi d'expérimentation et d'invention de nouveaux dispositifs. Mais bien sûr. Tu l'as bien illustré, le mi-temps thérapeutique, c'est une aberration. Oui, on présente un cas, en fait, qui se passe... Alors, c'est intéressant, c'est un cas, juste si je peux avoir une seconde pour terminer là-dessus. 10 secondes. En fait, donc, dans les entreprises qui ont expérimenté, il y avait en particulier un grand réseau bancaire. Et un grand réseau bancaire présent à La Réunion. Donc on était en visio avec eux. Et eux, en fait, c'était très intéressant. Eux, ils étaient très intéressés par le sujet parce que la configuration de l'île, la configuration des routes fait qu'à La Réunion, arriver à l'heure au boulot, c'est pas gagné tous les jours. C'est pas gagné tous les jours à cause du temps, c'est pas gagné tous les jours à cause des précipitations, à cause des éboulements, à cause des routes, à cause de etc. Donc en fait, pour ces raisons-là, depuis longtemps, dans cette entreprise, il y a la possibilité d'avoir du télétravail dans d'autres agences, plus près du domicile des agents, etc. Et puis en fait, dans cette entreprise, on s'est habitué en fait à ce que les compteurs de temps explosent sans arrêt. Évidemment, les gens ils sont pas à l'heure, ils repartent en retard, etc. Donc ça sort sans arrêt en anomalie dans le SIRH, le système d'information RH. Ce qui fait que les traitements manuels qui viennent dire non, en fait c'est bon, c'était rouge, mais c'est vert, c'était rouge, mais c'est vert, c'était rouge, mais c'est vert, sont des pratiques relativement habituelles. Et donc en fait, on est rentré par là pour tordre le cou au truc. Et pour pouvoir dire, mais en fait, il faut faire un autre développement où on rend possible le fait qu'on ne le fait pas tous les jours. Ça sortait tous les jours rouge. Du coup, si on dit aux gens, vous travaillez quand vous voulez, on vous met un VPN et puis quand vous êtes en forme, vous travaillez. Et si c'est tard le soir, c'est pas grave. Du moment que vous avez l'impression que vous allez mieux. On en discute, c'est tout. Et donc, en fait, on a tordu le truc. Et c'est l'exemple qu'on rapporte. On a même la fiche du dispositif. Savoir remettre en cause les dispositifs de gestion. Mais aujourd'hui, je parlais avec quelqu'un, j'ai raconté ça à ma voisine de bureau, Nathalie. Aujourd'hui, je parlais avec la dame, la directrice d'une cantine centrale dans une très grande métropole qui a ce problème-là avec sa responsable qualité. En fait, elle a la bonne solution. Il faut que, comme elle est responsable qualité, il faut qu'elle soit là tous les jours. Ils servent la bouffe tous les jours dans la cantine. Alors, donc, voilà. Donc, elle a un temps partiel thérapeutique qui est à cheval sur l'horaire de midi. Voilà. Et en fait, ça rentre pas dans les cases. Et donc, en fait, elle se fait piquer des jours de congé sans arrêt. Donc, elle est en débiteur et elle a reçu un truc de mise en demeure parce qu'elle était en débiteur de ses congés. Elle travaille, je sais pas combien, 5 heures par jour, ou je sais plus. Enfin bon, bref, voilà. C'est kafkaïen. Et oui, c'est le propre de l'innovation, dans le fond. L'innovation rentre jamais dans les cases. On va conclure donc le dernier éclairage sur les 4 chapitres, sur les 10 chapitres de l'ouvrage avec Stéphanie Avait-Laurent, qui va nous illustrer la problématique de l'identité organisationnelle dans des situations un peu particulières dans le cadre du spectacle vivant. Tout à fait. Merci Didier. Moi, j'étais très contente d'écrire ce chapitre parce que ça m'a permis de revenir à la raison pour laquelle j'ai eu envie de faire une thèse. Donc presque 10 ans en arrière. Puisque le point de départ de ma thèse, c'était de me dire, mais comment on fait dans ce type d'organisation qui sont sous statut associatif en général pour faire travailler ensemble des bénévoles ponctuels, des bénévoles réguliers,
le bureau, le CA, des artistes intermittents du spectacle, avec des salariés administratifs qui gèrent la partie RH, logistique, ensemble. Et là, on voit tout de suite que la question du temps et de l'espace, elle est fondamentale, en fait. Comment on arrive à articuler le travail de ces personnes. J'ai passé quelques années sur la question en travaillant dans ma thèse. Et finalement, la grande question, c'est comment on répond à la question « Qui sommes-nous en tant qu'organisation ?» Donc, qui sommes-nous en tant qu'organisation? C'est ce qui définit l'identité organisationnelle. Et alors, on est très fort en recherche pour poser des questions, mais c'est plus difficile pour trouver les réponses. Et souvent, ça ouvre sur d'autres questions. Et donc là, l'autre question sur laquelle ça ouvrait, c'est que quand je posais la question aux bénévoles, aux artistes, aux salariés, ils me donnaient au départ tous des réponses différentes. Les artistes me disaient... cet orchestre, pour moi, c'est un orchestre qui me permet de grandir, d'être reconnu par mes pairs, d'apprendre, de jouer avec telle personne. Et puis, quand je posais la question au manager, il disait, cet orchestre, pour moi, il est extrêmement bien organisé, il joue dans le monde entier, c'est une belle carte de visite. Et puis, quand on demandait aux bénévoles, il disait, c'est un orchestre reconnu. Et on voit que, d'un point de vue espace et d'un point de vue temps, ils n'avaient pas le même référentiel. Du coup, j'ai avancé dans mes recherches et je me suis intéressée notamment à un petit festival de musique qui propose essentiellement du classique et puis qui a ouvert un petit peu après sur de la musique jazz, situé dans un village de montagne. Et c'est important, cette notion de village de montagne, vous verrez pourquoi dans le chapitre. Et donc j'ai vraiment étudié pendant toute ma thèse, donc pendant 3 ans et demi, ce qui se passait au sein de cette organisation pour essayer de comprendre pourquoi ces personnes qui a priori n'avaient pas grand-chose en commun, des artistes qui se produisaient dans le monde entier et qui venaient pour une journée ou une demi-journée dans ce village de montagne, des bénévoles qui allaient servir à la buvette et qui ne s'intéressaient mais pas du tout à la musique classique. Pourquoi ils étaient là des journées entières à servir du vin blanc? Et puis, des personnes qui étaient rémunérées ponctuellement pour faire la régie lumière, par exemple. Donc, manifestement, ils n'avaient pas les mêmes priorités. Les artistes voulaient jouer bien, être reconnus par leur pairs, être reconnus par le public. Les personnes qui servaient à la buvette voulaient que les boissons soient fraîches et que les gâteaux soient bons et que les consommateurs soient satisfaits. Et puis, le régisseur lumière voulait que la lumière soit belle et mette en valeur les artistes. Bon, donc ça ne faisait pas beaucoup avancer sur ma question « Qui sommes-nous ?» puisque tout le monde avait des réponses différentes, ce qui ne fonctionne pas. En théorie, normalement, la réponse à la question est censée être la même, ou en tout cas proche de la part des différents acteurs. Donc j'ai encore creusé, et je me suis rendu compte que finalement, cette question de l'espace, elle était fondamentale. Ce qui réunissait toutes ces personnes qui vivaient avec des temporalités et des priorités totalement différentes, c'était cette question du lieu. Et quand on leur demandait, mais finalement, qu'est-ce qui fait que vous venez mais vraiment, ça a mis du temps parce que les gens ne l'évoquaient pas spontanément. Qu'est-ce qui fait que vous venez ici, dans ce village de montagne? Alors, il faut dire que c'est magnifique. C'est un village où il y a une vue sur le lac Léman. Vous surplombez tout le lac. C'est dans la montagne. C'est très, très beau. C'est des bâtiments Belle Époque. C'était une station touristique construite au début du XXe siècle. Et donc, finalement, la clé de lecture, c'était de dire, c'est cet espace, c'est ce lieu qui nous réunit, c'est cette envie de faire vivre le village, de faire vivre des bâtiments historiques qui sont sous-exploités, de donner vie aussi à un village en tant que lieu isolé, parce que pour y être allé un certain nombre de fois, il y a 17 virages en épingle à cheveux pour arriver en haut, c'est un peu long. Donc voilà, cette question finalement du lieu, c'est l'ancrage qui permet de répondre à cette question « Qui sommes-nous en tant qu'organisation ?» Donc ça, c'était toute la première partie de l'analyse. Et puis, pour écrire ce chapitre, j'ai travaillé avec Caroline Demeyer, qui est une collègue qui est à Copenhague. Donc, en termes de collaboration géographique, c'est assez rigolo. Et elle a apporté son éclairage. Elle travaille sur les politiques publiques de financement aux associations. Et ce qu'elle a permis de mettre en évidence dans la partie finale du chapitre, c'est du coup l'importance d'avoir une connaissance, donc pour les associations, une connaissance des acteurs financeurs du territoire et au niveau plus macro, d'avoir des politiques de soutien aux associations qui soient ancrées sur le territoire local pour connaître les besoins des acteurs. Merci Stéphanie. Ce qui est vraiment
étonnant et qui relève de la démarche du chercheur, c'est que dans le fond, ce qui est apparu finalement comme étant une relative évidence après coup, c'est-à-dire que c'est le lieu qui fait l'identité organisationnelle, c'est quelque chose qui n'était pas du tout au départ dans les hypothèses et qui est même pas conscientisé dans la représentation et dans le discours des acteurs. C'est pour ça qu'il faut quand même se méfier quand on prend au premier degré ce qu'ils nous racontent. Il faut quand même toujours essayer d'aller décoder et intégrer ce qui peut justement les rassembler au-delà des discours. Ça t'est apparu comment, finalement, le fait que il y avait besoin d'avoir ces lieux comme des lieux d'ancrage, comme des lieux de construction d'identité? Vraiment avec le temps, parce que c'est des personnes qui, au premier abord, en plus, échangeaient très peu entre elles, avaient très peu en commun. Entre un artiste formé au conservatoire qui va de grande ville en grande ville, et puis un habitant du village de montagne qui est là depuis 60 ans et qui quitte très peu le village, de prime abord, ils n'ont pas les mêmes manières de s'exprimer, pas les mêmes priorités, pas le même rapport à la musique classique aussi. Et finalement, c'est avec le temps, à force de coder, décoder, recoder, échanger avec les personnes, être aussi avec les personnes, faire avec les personnes, que cette notion de lieu est vraiment ressortie. En étudiant aussi les images qui étaient mises en avant. On a fait tout un travail sur les images qui venaient à l'esprit des personnes. Et cette idée notamment de la vue sur le lac, c'était un point commun pour le coup de tous les acteurs, qu'ils soient bénévoles ou artistes internationaux. Merci Stéphanie. Alors quels sont vos lieux, quels sont nos lieux sur lesquels on peut justement ancrer nos processus d'identification? Vous voyez que à travers la variété de ces situations qui vous ont été présentées, sans vous parler des autres qui sont dans l'ouvrage, dans le fond, on voit bien que cette question des espaces-temps du travail renvoie éminemment à chaque fois à une question anthropologique. On ne peut pas la dissocier, on ne peut pas réduire la grille de lecture à une question d'optimisation du temps des chronomètres ou une question de l'optimisation de l'espace dans de l'espace partagé ou autre. Mais c'est bien la question du rapport au travail que chaque individu dans un collectif se pose qui peut permettre un peu de faire sens au-delà de la singularité des situations. Ce que je vous propose, c'est, on a dit que c'était une conférence débat, donc on a un peu débattu entre nous, mais ce qui est important, je crois aussi, si vous le souhaitez, c'est que nous puissions prendre un petit peu de temps, on n'en a pas beaucoup, mais un petit peu quand même, prendre un petit peu de temps pour échanger, soit sous la forme de témoignages, vous n'êtes pas obligé de poser des questions, vous pouvez aussi rendre compte de votre expérience, dire en quoi vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ces retours qui vous sont proposés. Bonsoir. Dans cette thématique du travail avec l'axe du temps et de l'espace, vous avez beaucoup parlé effectivement du travail à distance, du télétravail, avec tous les impacts que ça pouvait avoir. Est-ce que vous avez aussi évoqué la question de l'autre côté de l'entreprise, du local classique de l'entreprise, et des impacts que justement ce télétravail avait sur le local? Parce qu'on voit beaucoup de choses qui se mettent en place, des réductions d'espace, ou au contraire des organisations un peu différentes. On va faire revenir les gens que pour échanger, pour benchmarker, ou plein de choses, l'impact sur la cantine, l'impact sur des salles de sport qu'on met en place. Alors, vous l'avez un petit peu évoqué, Stéphanie, avec cette question du lieu qui réunit les gens. Effectivement, le local, c'est un moment pour créer un esprit, etc. Est-ce que dans les différents chapitres, vous avez évoqué cette thématique de l'ancienne entreprise, l'ancien local, comment il est impacté, comment il change? Alors, qui souhaite réagir sur cette question? Juste une remarque, je trouve que c'est particulièrement vrai cette question dans le chapitre de David sur les librairies, parce que effectivement, les librairies, comme elles étaient conçues avec à la fois les coulisses pour le personnel et les espaces de vente, j'allais dire traditionnels avant le confinement, se sont profondément, on parle de petites librairies indépendantes, pas forcément de grandes chaînes, transformées avec de l'organisation d'événements, faire venir le public, avoir des temps d'échange. Et je trouve que dans ce chapitre, c'est particulièrement visible. Indirectement, on retrouve aussi des éléments dans le chapitre sur la manière avec laquelle la connexion et l'instantanéité dans le travail, dans le monde éducatif. C'est-à-dire que on s'est posé à un moment donné la question de maintenir ou pas les amphis. Après tout, pourquoi faire
vous avez des établissements d'enseignement supérieur qui ont décidé de passer les grands cours d'amphi en podcast. Et du coup, vous reconfigurez les nouveaux espaces-temps du travail, parce que prendre ces cours en podcast, c'est pas au même rythme, ni dans le même lieu que sur place. Et puis, les amphis, on est quand même revenu dessus. Parce qu'on se rend compte, en fait, c'est des mesures qui ont été faites, qui sont un peu expliquées dans le chapitre, c'est que quand un étudiant assiste à un cours en présentiel, il mémorise à peu près 50% de plus de l'information en présence physique que s'il est à distance. Et puis, le lien social, on peut dire c'est plus sympa, mais ça a un impact direct sur la santé mentale des étudiants. Parce que, voilà, on se voit, on fait l'effort de venir ou autre. Donc, là où ça pouvait poser des questions, à un moment donné, on s'est dit, tiens, on va peut-être tout casser ou tout réaménager. Il faut aussi peut-être réfléchir à deux fois quand même. Donc, c'est pas parce qu'il y a des espaces vides à un moment donné dans l'entreprise ou dans le monde collaboratif qu'il faut tout de suite se dire, tiens, on va les louer ou on va en faire autre chose. Il faut bien réfléchir à la fonction qu'ils occupent. Et du coup, là-dessus, moi, je trouve que on fait faire des safaris photos aux étudiants de leur lieu de travail, pas que le lieu, leur travail aussi, leur activité de travail. Un certain nombre d'entre eux, d'ailleurs, se trompent parfois et commencent par photographier le lieu. Et effectivement, j'ai vu défiler au cours des 2 ou 3 dernières années des photos, mais super démoralisantes, quoi, de trucs vides. Alors après, la tentation, ça pourrait être, comme on voit dans certains endroits, les entreprises qui, du coup, pensent faire revenir les étudiants, les jeunes ou les salariés ou les les étudiants, pardon, avec une très forte attention à la convivialité. Mais la convivialité, c'est ce que vient d'évoquer Didier. Il n'y a pas que la convivialité, il y a bien l'activité de travail même. Et moi, je pense qu'il faut vraiment soigner à fond l'activité de travail et effectivement les espaces de production. Et le baby-foot, on verra. Mais voilà. Oui, c'est vrai que c'est sinistre, ces espaces vides. Hein. Oui, le baby-foot, c'est bien, mais il ne faut pas que ça soit un alibi, quoi. Et en particulier, certaines entreprises, parce que justement, elles réaménagent certains espaces de travail en lieu de convivialité, oublient que le travail collaboratif, ça veut dire quelque chose. Et il ne faut pas se réfugier derrière les séances de yoga, le baby-foot et la pause café. C'est évidemment très bien et c'est des lieux où il se passe des choses. Mais ce n'est pas des lieux à partir desquels l'entreprise doit se racheter une bonne conscience, un peu rapidement. Il ne faut pas avoir peur d'affronter l'espace de travail concret, à plusieurs. Peut-être aussi un autre point sur les espaces de travail, c'est vrai que la tentation après les épisodes de télétravail suite au confinement ont amené aussi les organisations à diminuer les espaces et du coup avoir des impacts financiers extrêmement positifs pour eux, du gain de place finalement qu'ils ont. Et aujourd'hui, certains s'en mordent les doigts parce qu'en fait, ils se rendent compte que l'isolement des télétravailleurs, que ça soit effectivement sur leur lieu d'habitation propre ou dans des espaces de coworking, en dehors de l'espace de travail, pose justement cette question aussi de la santé au travail, par l'isolement que ça peut créer. Donc il y a aussi une confrontation entre finalement la dimension financière de l'espace. Effectivement, on voit l'immobilier de bureau qui a justement connaît une crise actuellement, et puis la question de la santé au travail des personnes qui sont mises finalement de manière un peu obligatoire chez eux pour justement y faire face à cette diminution de l'espace. Ouais, même si le travail tend à prendre des formes de nomadisation, je crois qu'il y a toujours besoin de bien garder le camp de base. Voilà, l'endroit où on va pouvoir se retrouver et échanger. Ça n'empêche pas qu'après, il puisse y avoir d'autres espaces-temps, d'autres rythmes ou autres, mais le camp de base reste un repère pour l'organisation. Oui. Bonjour. Je voulais savoir, du coup, dans la continuité du télétravail, si vous aviez étudié un petit peu le phénomène des traquances et de la zone faible entre la vie privée, du coup, et l'espace de travail, et enfin la vie du travail, et aussi, du coup, même la déconstruction, même du lieu de travail. Et je voulais savoir si vous en aviez parlé ou pas. Donc, les traquances, ce nouveau concept qui arrive, qui est
le travail et les vacances. Alors, on est en vacances, on est au travail, on ne sait plus trop où on est exactement. Mais effectivement, c'est une nouvelle forme qui arrive, qui a été permise justement suite au télétravail. Alors aujourd'hui, les organisations sont assez peu... sont frileuses d'accepter du télétravail en dehors de la France, par exemple. Dans les pays étrangers, je sais qu'il y a quand même déjà, pour des questions d'assurance, des limites qui sont faites. Donc après, ça reste effectivement des lieux de vacances plutôt en France qui pourraient permettre effectivement de, en même temps, gérer son travail sur son lieu de vacances. Mais oui, c'est effectivement, le télétravail a généré ce type de situation qui, là, du coup, s'observe sur la dimension de l'espace. Alors nous, on a travaillé plutôt sur la dimension du temps de travail, mais sur la dimension de l'espace, effectivement, toute la partie post-confinement a élaboré effectivement de nouvelles formes de temps de travail. Merci pour cette question. Ouais, puis, oui, Caroline. Oui, alors c'est très intéressant ce que vous dites, parce que l'été dernier, il y avait un article dans Le Monde. Et du coup, on était tous les deux en vacances, chacune sur notre lieu de vacances. Et on s'est envoyé des petits messages. On s'est dit, t'as vu, c'est peut-être un peu le prolongement de notre travail. Et moi, je me rappelle, dans cet article du Monde, il y avait un truc qui m'avait beaucoup intéressée et que depuis, je me suis dit, mais c'est vrai que j'avais jamais remarqué ça. Mais en fait, il parlait de ce qu'on pourrait qualifier d'exhibitionnisme du travail. C'est-à-dire que je suis en vacances et c'est pas, enfin, ce fameux concept de vacances, c'est je suis sur mon lieu de vacances, je télétravaille, donc je suis pas censée être en vacances, mais j'ai envie et je m'organise pour télétravailler au milieu des vacances de ma famille. Et je veux que tout le monde me voie. Donc c'est pas je m'isole dans mon bureau pendant que les enfants vont à la plage. Non, c'est je suis à la plage ou dans mon jardin. Il y a les enfants à côté qui jouent et au milieu, je fais mes visios, mes réunions, etc. Et avec beaucoup de d'exubérance et ça m'a beaucoup frappé cette volonté, cette idée, parce que dans Le Monde ils expliquaient qu'en fait c'était une manière de matérialiser le travail, de matérialiser en fait le télétravail, parce que de montrer qu'on est vraiment au travail. Et il y a des entreprises, moi j'en connais plusieurs, qui ont dans leur règlement du télétravail, qui ont dit que le télétravail doit se faire absolument à son domicile. Et c'est vrai que moi, ça m'interroge toujours, ces gens où je me dis, mais finalement, ils se donnent un petit peu en spectacle. Et il y a un autre lieu où je trouve que c'est intéressant, parce que vous parlez de ce cas-là, mais moi, je trouve qu'on voit aussi beaucoup de gens qui travaillent dans le train. Moi, j'ai longtemps travaillé dans le train, je le fais toujours quand je suis en déplacement. Mais c'est vrai qu'il y a des gens, on a l'impression que voilà, le train est devenu un lieu non pas de travail personnel, de réflexion, dans le calme, mais quasiment tout le compartiment doit être spectateur du travail de ces gens. Et ça m'interroge beaucoup sur cette idée de donner à voir le travail, en fait. C'est comme si, quelque part, c'était un peu ce qu'expliquait l'article du Monde, c'est qu'il disait que finalement, le travail télétravaillable, c'est du travail de bureau, du travail entre guillemets administratif, en tout cas, ou de service, et que du coup, il n'a pas cette matérialité qu'on peut avoir quand on va produire, on va fabriquer des biens, et qu'au final, c'est une occasion rêvée, le télétravail et les vacances et le travail dans le train, de donner à voir le travail immatériel. Et je trouvais ça extrêmement intéressant, de cette idée de finalement, personne ne sait ce que c'est que le travail de quelqu'un qui travaille, je sais pas, une chargée de com, un prof. Enfin, personne ne voit ce travail-là qui est un travail un peu immatériel, un travail intellectuel, un travail de coordination. Et finalement, quelque part, cet exhibitionnisme du travail, c'est une manière de faire sortir le travail immatériel de son lieu et de montrer ce que c'est, alors que beaucoup de gens n'arrivent pas à le matérialiser. Oui, la mise en scène
l'art de mettre en scène ces espaces un peu hybrides. Hein. Mais ça sera peut-être l'objet du tome 2, pour creuser plus spécifiquement ce sujet. Écoutez, je vois que le temps, on avait dit qu'on irait donc jusqu'à 19h45. Je voudrais pas abuser trop de votre temps, sauf s'il y avait une ultime question. Voilà, ça sera la dernière. Je vous remercie. J'ai carrément 2 questions, si vous le permettez. La première, c'est est-ce que vous aviez pu aborder la question du flex office dans votre ouvrage? Oui. Et oui, c'est pour le petit partage d'expérience. Moi, je suis dans une organisation qui a adopté cette politique du flex office, et je me rends compte par la pratique quotidienne que finalement, on retourne tous à notre même bureau, quand bien même on le vide chaque soir pour mettre nos affaires dans un casier. Et je me demandais si c'est une pratique que vous avez pu étudier et de quelle manière réagissent les collaborateurs. Alors, qui veut réagir sur le flex office? Mais on n'a pas. Oui, Caroline. Je peux en parler. Alors, je ne suis pas en RH, vous l'avez bien compris, mais c'est vrai que moi, j'ai eu une expérience du flex office quand j'ai fait ma thèse, parce que j'ai fait ma thèse il y a, je sais pas, une douzaine d'années maintenant, et à l'époque, on avait les doctorants. Donc moi, j'étais professeur agrégé et je voulais séparer en fait mon lieu de travail, mon lieu d'exercice professionnel de mon lieu de doctorante. Donc le laboratoire avait fait un open space où il y avait des bureaux et ces bureaux étaient pris par les doctorants. Et comme à un moment donné, il n'y avait pas assez de bureaux pour tous les doctorants, ils ont proposé ce système de flex office. Et effectivement, moi je suis tout à fait d'accord avec vous. J'ai constaté que systématiquement, eh bien, chacun retournait à son bureau. Et quand il était pris, on se mettait à côté et on demandait à l'autre « T'en as pour longtemps ?» Et finalement, c'est un peu ce que tu disais, hein, Didier, mais l'histoire du camp de base, c'est que finalement, le travail, enfin moi, tel que je l'ai ressenti à ce moment-là, on a besoin d'avoir ses habitudes. Et j'irais même jusqu'à dire que tout à l'heure, je parlais du train. Moi, pendant des années, j'ai fait des trajets en train. Et je me suis rendu compte que systématiquement, l'endroit où je m'installais pour aller dans le train, c'était le même. Et que du coup, les gens qui étaient comme moi, ce qu'on appelle des navetteurs, c'est-à-dire des gens qui partent le matin et qui rentrent le soir, eh bien, j'avais les mêmes personnes qui s'installaient aux mêmes endroits et qui avaient cette volonté d'habitude, cette volonté d'habitude du lieu. Et finalement, je ne sais pas à quoi ça renvoie, parce que moi, je vous dis, je ne suis pas une experte de la RH, mais en tant que, j'allais dire, professionnelle, hein, j'ai expérimenté ça, et je pense que ça doit être extrêmement troublant d'être toujours dans du flex office et d'avoir sans arrêt à changer de lieu. Hein. Je ne sais pas ce que peuvent en dire nos spécialistes. Oui, moi je pense que sur cette question du flex office, il ne faut pas le prendre de façon homogène, comme s'il y avait des salariés dans un flex office. Ça dépend évidemment des métiers. Mettre des gens de RH en flex office mélangés avec des gens de comptabilité, c'est un peu embêtant, parce qu'il y a quand même besoin dans certains jobs de confidentialité. Et puis ça dépend aussi des gens, parce qu'effectivement certains ont besoin d'appropriation de l'espace, son territoire, son espace, et d'autres beaucoup moins. Donc, on revient sur cette notion de santé. On a réfléchi QVT, ça, à mon avis, masqué la dimension de prévention de la santé et de la santé mentale sur un plan individuel et collectif. Et là, il ne s'agit pas d'appliquer la même chose à tout le monde. Il faut être un peu plus fin que ça. Mais du coup, je trouve que c'est une vraie belle question et que nombre d'entreprises ne se la posent, à mon avis, pas suffisamment de façon fine et pertinente. L'habitude a quelques vertus, hein, c'est qu'elle elle rassure, elle permet des économies d'énergie, de l'énergie psychique. Donc c'est aussi pour ça qu'inconsciemment, quand on voyage, on va chercher, de manière régulière, on va chercher ces ancrages-là. Ou par rapport à un bureau, ben oui, c'est vrai qu'on propose une organisation spontanée et on voit que au bout d'un moment, chacun a trouvé ses repères. Il y a besoin de s'approprier ces espaces-là, hein, de manière modérée. Je vous remercie. Ma deuxième question, c'était plus par rapport au télétravail. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus des politiques d'indemnisation du télétravail à domicile, justement, entreprises par les sociétés, les organisations, c'est quelque chose d'assez marginal? Pascal?
peut-être que pour répondre à votre question, il me semble que ce qu'il y a d'intéressant, c'est d'imaginer effectivement, tout à l'heure vous avez évoqué les conditions dans lesquelles on négocie des organisations du travail, et en fait très souvent on est piégé dans des négociations dans lesquelles c'est systématiquement un seul registre qui est mis en évidence, c'est celui d'une forme de compensation. Et donc, il y a des tas d'entreprises dans lesquelles les négociations sont parties sur le fait de dire si les gens sont chez eux, il va falloir payer leur bureau, il va falloir payer, etc. Alors, évidemment que le poste de travail doit être... un financement du poste de travail, ça paraît tomber sous le sens. Mais ensuite, il y avait l'idée de il faut participer aux frais de chauffage, il faut participer à des frais de... Enfin, bref, il faut une indemnisation autour de cela. Et moi, il me semble que ce registre systématique qui consisterait à voir comment on peut compenser des questions d'organisation du travail du point de vue d'une forme de réparation, vous voyez, enfin en tout cas, ça enferme quand même furieusement le sujet. Et peut-être qu'on pourrait imaginer d'autres façons de concevoir les conditions soutenables, équitables de la façon dont ça se passe, les possibilités, les différents scénarios d'organisation du travail. Et voilà, alors après, effectivement, j'imagine que les étés où il fait très chaud, les gens reviendront au boulot parce que la clim, ça coûte quand même assez cher à la maison et tout le monde n'est pas équipé. Enfin bon, etc., etc., quoi. Enfin, on arrive dans un truc où, encore une fois, on oublie complètement le fait que l'espace de travail, c'est pas n'importe quel espace. C'est un espace où se déploie une activité collective, organisée. Pas que un truc où on met son corps pour faire des tâches. Le travail, c'est pas des tâches. Ah ben, je crois que c'est une belle conclusion, Pascal. Eh bien, écoutez, je vous remercie de vous être déplacé, d'avoir pris ce temps. Donc, les nouveaux espaces-temps de travail, enjeux théoriques et retour du terrain, c'est édité chez SK. Alors, l'éditeur SK, c'est l'éditeur de référence en RH en France. Voilà, donc on a 10 contributeurs. Je pense que... Je ne sais pas s'il est déjà dans les librairies. Non, vous êtes, à mon avis, la semaine prochaine. Pas encore, oui. Voilà, donc vous pouvez le pré-réserver chez De Citre ou Amazon ou autre. Donc il n'est pas en vente ce soir. On vous a pas fait une opération commerciale. C'est vraiment pour vous le présenter. Et si vous êtes intéressé, eh bien vous l'achèterez, mais on vous attend pas à la sortie avec les bouquins. Voilà, très bonne soirée à vous. Merci.